Bonjour, euh, donc merci d'être avec nous ce matin. Lors de cette prochaine heure, à travers un client imaginaire, nous allons voir dans quel cas on pourrait avoir besoin de DevOps. Ensuite, nous allons définir DevOps, puis à la suite de quoi nous vous montrerons comment on aurait implémenté DevOps chez ce client. Mais tout d'abord, qui sommes-nous? Alors je me présente, je suis Noël Bardelot, donc je suis ingénieur chez SOAT depuis 8 ans et je travaille principalement dans le milieu de la banque. J'ai fait des missions en banque pendant les 8 années chez SOAT. Je m'appelle David Verstezen, j'ai 7 ans d'expérience. Je fais partie du pôle d'expertise et d'innovation de SWAT. Et je suis également formateur sur diverses technologies. Donc, notre client imaginaire, son cœur de métier, en fait, c'est la vente. Donc, il a un site d'e-commerce où on peut y acheter différents objets. Mais il a besoin de faire une mise à jour sur son site web. Donc, il commence à faire une mise à jour, il commence à faire la mise en production de la nouvelle version. Et voici ce que voit le client. Dès que la mise en production commence, le client essaie d'accéder au site, il aimerait bien acheter un objet. La page est inaccessible. 3 heures après, c'est bon. La mise en production est finie, on relance le service, etc. Que voit le client? Il voit une erreur. C'est quand même dommage, il a toujours envie d'acheter le client. Donc, l'entreprise fait quand même un post-mortem après cette mise en production qui était un petit peu douloureuse. On va regarder quand même ce post-mortem. Donc on voit pas directement, mais en fait le post-mortem il met en lumière quelques problèmes. On va les regarder les uns après les autres. Alors tout d'abord, on voit que la mise en production c'était un 21 janvier. Et ils essayent de mettre en production une nouvelle fonctionnalité qui a été développée en 2014, l'année d'avant. Bon, c'est étrange. Ensuite, l'équipe d'exploitation a essayé de passer un script SQL en production, mais il ne marchait pas. Donc là, on peut commencer à détecter par exemple des problèmes de différence entre les environnements. Ensuite, lorsqu'ils ont fait la mise en production, ils ont mis plus de 3 heures pour la faire. C'est-à-dire c'est après 3 heures, ils se sont rendus compte qu'il y avait peut-être des problèmes. Donc là, on va peut-être avoir une problématique de lead time. Le feedback, on a du mal à l'avoir rapidement. Ensuite, encore un autre problème d'environnement, l'application n'était pas compilée pour la bonne version pour la production. Enfin, les développeurs ont ajouté un nouveau paramètre, mais les opérationnels n'étaient pas au courant. Donc là, on voit qu'il y a clairement un problème de communication. Donc l'entreprise, elle entend parler de DevOps, elle se dit Eh, mais DevOps, apparemment, c'est la solution à notre problème. Pourquoi ne pas le mettre en place? C'est bien, mais DevOps, finalement, c'est quoi? Donc on va définir DevOps. Hop là. Alors on a essayé de vous synthétiser une définition du DevOps. Donc DevOps c'est une méthode de développement logiciel qui met en avant la communication, la collaboration, l'intégration, l'automatisation et les métriques entre développeurs et opérationnels. Donc on a mis en avant les mots-clés, c'est les mots-clés qu'on va retrouver tout au long de la présentation. D'abord, DevOps, c'est une méthodologie. C'est-à-dire que ça n'est pas quelque chose qui est sorti sous forme de magie noire. C'est une méthodologie et c'est une culture. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on essaye de propager au sein de l'entreprise, entre les équipes. Qui dit méthodologie dit aussi que c'est quelque chose qui travaille sur l'organisationnel, le changement, notamment la notion de changement continu et d'amélioration continue. C'est une méthodologie qui fait communiquer les développeurs d'un côté et les opérationnels de l'autre. Donc on est dans un conflit, c'est deux mondes qui normalement sont vraiment très différents, qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Les développeurs veulent pousser des fonctionnalités, les opérationnels veulent stabiliser la production. Donc la méthodologie a pour vocation de rapprocher les deux et de faire en sorte qu'ils aient des objectifs communs, notamment quand on est dans le cas de l'entreprise fictive dont on vous a parlé et qu'on se retrouve dans la galère comme on l'a tous été pour une mise en production ou pour une autre. On a tous été dans cet état où, aussi bien du côté des devs que des ops, on est sur le problème commun.
Alors dans l'état actuel, on ne dit pas que DevOps résout des problèmes qui n'ont pas été résolus avant. Aujourd'hui, on sait mettre en production des applications. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre du travail à la chaîne, et que ce qu'on aimerait faire, c'est se rapprocher un peu plus du toyotisme, du Kanban, des méthodes agiles, dans la manière de faire. Donc on aimerait abandonner le côté pompé, et un peu plus mettre en avant des choses utiles, et notamment, on veut mettre en avant des standards. Le but de DevOps, c'est de standardiser les choses, et avec pour vocation de libérer la créativité des équipes, aussi bien du côté des développeurs que des opérationnels. DevOps, on va pas l'implémenter du jour au lendemain dans une entreprise. On va le faire par étapes. Si le lundi on n'est pas DevOps, le mardi on ne sera pas 100% DevOps. Nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place par étapes. Tout d'abord, en fédérant les équipes. Ensuite, en choisissant les outils que les deux équipes pourront utiliser. Et pour finir, on automatisera les processus. Donc tout d'abord, fédérer les équipes. Alors quand on parle de fédérer les équipes, c'est ce que j'expliquais, c'est ce mur qu'il faut rompre entre les devs et les ops. Et la première manière de le rompre, c'est d'utiliser des canaux de communication qui sont adaptés à l'information qu'on veut véhiculer. Il faut comprendre que les devs et les ops parlent de choses qui sont parfois différentes, et au moins utiliser le bon canal de communication permet de passer outre les difficultés que rencontrent les devs et les ops à parler de la même chose. Alors, c'est très basique, mais un canal de communication, ça va être utiliser le chat, parce qu'on fait du copier-coller de lignes de commande. Ça va être utiliser le mail pour diffuser largement via des mailing lists. C'est des choses qui sont probablement déjà en œuvre, mais sur lesquelles il faut refonder la façon de travailler. Ensuite, quand on parle de transmettre l'information et donc de communiquer, il faut une traçabilité. Tout ce qui implique un changement qui a des impacts sur le système au sens SI, la traçabilité, c'est indispensable. On ne peut pas se retrouver avec quelqu'un qui part en vacances, la connaissance est perdue. Ça, c'est pas possible. Par contre, et ça c'est aussi super important, c'est que quand on demande des changements qui n'ont pas d'impact, des demandes d'information par exemple, on a besoin d'une information, on ne devrait pas subir des processus compliqués, ni du côté des ops, ni du côté des devs. Le but, c'est d'être efficace. On cherche à adopter le meilleur outil pour l'information dont on a besoin. Pas la peine de passer par des outils de tickets si on a juste besoin d'obtenir une information à une question. Ensuite, quand on parle de fédérer les équipes, comme je disais, on parle de trouver des objectifs communs entre les développeurs et les opérationnels. Donc trouver des objectifs communs, ça a un impact, là c'est un impact managérial. C'est-à-dire que pour trouver des objectifs communs, il faut remonter à un chef commun. Donc là on est dans quelque chose qui a beaucoup d'impact sur l'organisation du travail dans une entreprise, mais c'est cette notion de changement et d'amélioration continue. C'est-à-dire que si les développeurs et les opérationnels veulent travailler avec des objectifs et des métriques qui vont aller avec, à un moment, il faut un chef qui puisse acter ces choses-là. Il faut trouver la personne qui est en commun. Et si possible, éviter de remonter trop haut dans la hiérarchie pour trouver le chef commun, sinon c'est plus difficile. Ensuite, on parle de time to market, parce qu'on garde à l'esprit qu'à la fin, ce qui compte, c'est le client. Quand les développeurs et les opérationnels vont chercher des objectifs communs, leur objectif commun principal, c'est que le client ait des fonctionnalités utilisables. Donc le time to market, le temps entre le moment où le client a exprimé un besoin ou que le besoin a été défini par des fonctionnels et que le besoin se transforme en réalisation technique et mise en production, c'est le premier objectif et la première métrique. Donc quand on parle de métrique au-delà du time to market.
Les métriques communes, souvent ça va être les métriques où on mesure tout le pipeline de production plutôt que de mesurer des segments. On ne va pas mesurer uniquement du point de vue de l'équipe de développement ou du point de vue de l'équipe opérationnelle, on veut mesurer l'intégralité. Donc on veut mesurer par exemple le temps entre l'expression de besoin et la mise en production. Ça c'est le time to market, j'insiste parce que c'est important. Mais on va mesurer aussi les allers-retours. Combien d'allers-retours est-ce qu'il a fallu pour mettre une fonctionnalité en production ou en homologation? C'est des chaînes de valeurs qui vont sur tout le cycle des développeurs aux opérationnels. Et on va mesurer aussi du point de vue du client. C'est-à-dire qu'on va parler d'expérience utilisateur au sens aussi des métriques. On va se demander en termes quantitatifs quelle est la latence des serveurs. Est-ce que le client reçoit les données rapidement? Mais aussi qualitatif. Est-ce que le client est satisfait? Et cette satisfaction, elle est aussi bien importante pour les développeurs que pour les opérationnels. Mettre en place ces métriques-là, ça permet aussi d'avoir une vision qui permet de trouver ensuite des problèmes. Et pour détecter ensuite les problèmes plus finement, on va avoir besoin de métriques en interne. Les métriques en interne, cette fois-ci, ça va être, par exemple, de calculer les mises en production qui ont eu des problèmes. Combien de problèmes sur un certain nombre de mises en production, combien de serveurs ont échoué, combien d'erreurs on a pu trouver au moment des passages d'un environnement de recette à un environnement de production, etc. On va mesurer aussi la durée, combien de temps on met à faire une livraison. Tout ça, ça va être des métriques en interne. Et le but étant de trouver les goulots d'étranglement et de réduire. Quand on parle de fédérer les équipes, on parle aussi de transmettre l'information. Quand je dis transmettre l'information, je ne parle pas juste des canaux de communication comme tout à l'heure, mais cette fois-ci de la nature de l'information qui est transmise. Ça peut être des exemples très simples. Ça peut être par exemple le mail pour la mise en production, informer les équipes. Et ça peut aller jusqu'à des choses beaucoup plus compliquées et beaucoup plus dans l'organisation du travail, comme par exemple faire en sorte de temps en temps qu'un opérationnel et un développeur puissent s'asseoir côte à côte devant un poste. Que le développeur puisse passer des connaissances à un opérationnel et inversement. Que de temps en temps, un développeur fasse une mise en production à côté d'un opérationnel et voit ce qui se passe. Tout ça dans le but de transmettre l'information ensuite à l'ensemble des équipes. Et le support privilégié entre les développeurs et les opérationnels, c'est les recettes. C'est-à-dire les recettes au sens des procédures à mettre en œuvre au moment des mises en production ou mises en homologation. Il est très important d'avoir des modèles de documents, de préparer le travail en amont, de préparer des modèles de... Ah, je cherche mes mots. Template. Ouais, non, mais c'est... des modèles de configuration, voilà, c'est ce que je voulais dire. Des modèles de configuration, c'est-à-dire que des environnements peuvent être hétérogènes, mais avec des modèles de configuration, on va pouvoir avoir une reproductibilité d'un environnement à l'autre. La notion de reproductibilité est extrêmement importante pour les opérationnels. Le développeur, lui, sur son poste, développe, recompile, remet en œuvre son application, teste tout de suite. Il a un retour immédiat. L'opérationnel, lui, il n'a pas le droit à ça. L'opérationnel, lui, il faut que ce soit bon du premier coup. Par conséquent, il est obligé d'avoir des choses reproductibles. Et enfin, le support de cette information privilégié aussi entre les développeurs et les opérationnels, entre les développeurs eux-mêmes et même au sens plus large, c'est le ticket. Mais le ticket, ça ne veut pas dire un support d'information qu'on traite différemment selon qu'on est un fonctionnel, un opérationnel, un développeur. Et ça ne veut pas dire quelque chose qui est jetable, dont on ne fait pas attention, c'est juste un état. Non, le ticket, on peut le pousser beaucoup plus loin, on peut aller jusqu'à en faire des Kanban, dans la méthodologie Kanban par exemple.
C'est-à-dire un support complexe de l'information et complet aussi. L'opérationnel, quand il a un incident de production, il a des traces, il peut avoir des screenshots, il peut avoir tout un tas d'informations dont le développeur a besoin pour résoudre le problème. Et inversement, quand le développeur fournit une application, il peut fournir des informations sur l'application à mettre en production. Ces informations ont vocation à être portées sur les tickets que les opérationnels eux aussi vont lire, parce que les opérationnels vont savoir ce qu'ils vont mettre en production. Et enfin, un autre support, et là pour le coup indispensable entre les développeurs et les opérationnels, ce sont les schémas. Ça ne sert à rien, ou en tout cas à pas grand-chose, d'écrire des documents qui font des pages et des pages si on peut les remplacer par un bon schéma. Un opérationnel qui a un schéma sous les yeux au moment d'une mise en production, à mon sens, a 10 à 20 fois moins de chances de se tromper au moment de faire une opération. Il va comprendre ce qu'il est en train de faire. Et inversement, un développeur qui a un schéma d'architecture ou de l'urbanisme du SI va probablement mieux comprendre pourquoi on lui exprime un besoin, pourquoi tel flux va passer de telle manière dans l'infrastructure, va être bloqué ou pas bloqué, etc., sur différents aspects, s'il a un schéma sous les yeux. Ce qui est important pour un opérationnel aussi, c'est de pouvoir identifier de manière unique un livrable. Alors par exemple, si on prend Android, ils utilisent en fait un numéro de version, Android 5.0, mais aussi un nom commercial, Lollipop. Il ne faut pas confondre les deux. Lollipop est clairement un nom commercial, alors que le nom de version, Android 5.0, est porteur d'informations. Et justement, pour choisir il faut savoir choisir une numérotation claire et standardisée dans son entreprise. Une possibilité, c'est par exemple d'adopter le semantic versioning. Vous aurez plus de détails sur ce site web, mais ils définissent comment on doit écrire un numéro de version. Donc, prenons par exemple ce numéro de version. Qu'est-ce qu'il porte comme information? En fait, il est composé tout d'abord du premier chiffre qui marque en fait une révision majeure. Ça veut dire que l'application a été fortement modifiée, elle peut avoir des impacts au niveau du client. Ce qui veut dire que quand l'opérationnel voit que le numéro de version majeure a changé, il sait qu'il peut avoir des retours, par exemple, au niveau des clients qui n'ont pas été avertis ou qui ont des problèmes d'implémentation par rapport à cette nouvelle version. Le second nombre, lui, permet d'identifier les changements mineurs. Ça peut être ajout de nouvelles fonctionnalités, mais ça reste relativement rétrocompatible, en tout cas avec les API clientes. Ensuite, le dernier nombre, ce sont les changements mineurs. C'est ce qui correspond généralement au patch, quand on corrige des bugs en production, des petits changements. L'application, grosso modo, doit se comporter pareil sans les bugs. Donc ces trois composantes définissent un numéro de version. Juste avec ça, l'opérationnel sait ce qu'il va livrer. Est-ce que les changements sont majeurs, critiques ou non? Est-ce que c'est juste un correctif et du coup normalement l'application devrait être iso-fonctionnelle? Il existe un autre système de numérotation, c'est par exemple le numéro de build. Donc ça c'est ce qui est utilisé par exemple sur le logiciel open source Jenkins. Ils identifient une étape de construction, un flot de construction, une manière de construire le logiciel unique par son numéro de build. C'est pratique par exemple quand le numéro de version n'a pas encore été arrêté. Vous pouvez très bien communiquer des versions non finies et pour les identifier vous allez utiliser des numéros de build. Quand vous préparez une mise en production, vous n'allez pas fournir qu'un livrable. Vous allez fournir aussi une documentation associée, la release note. Qu'est-ce que contient cette release note? Elle va contenir les différents tickets qui impactent cette version, c'est-à-dire les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux paramètres, les changements, etc. Mais vous pouvez aussi ajouter les captures d'écran de l'application. Pour montrer, voilà, l'application avant elle était comme ça, le changement visuellement c'est ça. Ce qui veut dire que l'opérationnel, après la mise en production, il va pouvoir vérifier que oui,
la modification a bien été appliquée sur l'environnement. Euh, Bref, avec cette release note, l'opérationnel doit savoir ce qui a changé dans l'application, que ce soit technique, fonctionnel, aussi termes visuels, etc. Il doit être capable de savoir tous les changements de l'application à partir de ce document. Pour fédérer les équipes, on va aussi vouloir partager les outils. Ça veut dire que les devs vont pouvoir choisir, utiliser des outils que les opérationnels eux aussi pourront utiliser et vice-versa. Donc, ce qui nous amène logiquement à une étape supplémentaire d'amélioration continue du travail entre les développeurs et les opérationnels, c'est comment choisir les bons outils. Alors d'abord, pour choisir, il faut adopter des critères. Alors les critères pour choisir les outils en IT entre opérationnels et développeurs vont être assez évidents. Et le premier entre tous, c'est l'existant. On ne peut pas s'abstraire de ce qui existe déjà quand on fait du changement continu et de l'amélioration continue. Alors on va parler de l'OS, des langages déjà utilisés, des outils déjà mis en place et de ce qu'ils apportent comme contraintes. C'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est la sécurité. On ne peut pas s'abstraire non plus de la sécurité. C'est quelque chose qu'on laisse souvent un peu trop de côté quand on pense développeur. On oublie qu'il y a des contraintes aussi, notamment pour les opérationnels, sur le plan de la sécurité. On va aussi parler de la taille de l'équipe, parce que tous les outils ne s'adaptent pas de la même manière en fonction du nombre de personnes qui vont les utiliser. Plus les tailles d'équipe sont grandes, plus il va falloir trouver des outils qui sont collaboratifs. Et on va parler de budget. Ça c'est incontournable, je n'ai même pas besoin de m'étendre dessus. Et ça va nous donner, en tout cas, avec la taille de l'équipe et le budget, on va avoir une notion qui se dégage aussi, ça va être les économies d'échelle. Parce qu'après tout, si on est en train d'industrialiser, comme je disais, si on passe du travail à la chaîne vers quelque chose qui est plus de l'ordre du toyotisme, c'est aussi pour obtenir des gains soit de productivité, soit des gains financiers. Donc on va calculer, on va essayer de mesurer des économies d'échelle. Et ensuite, on peut rentrer dans le détail, outil par outil. On a sélectionné un certain nombre d'outils. Alors la liste n'est pas exhaustive, tout simplement parce que nous, par exemple, sommes plutôt du monde Java, mais les outils ne sont pas forcément les mêmes dans d'autres technologies, mais on a choisi un certain nombre d'outils qu'on pense pouvoir mettre en avant parce qu'on les a déjà rencontrés, qu'on les a déjà mis en œuvre au cours de nos missions. Alors, les premiers types d'outils, ça va être sur la communication et la méthodologie. Et on vous a présenté les outils sous forme de tableau. Alors on ne rentrera pas dans le détail des tableaux, sinon ce serait trop long. Mais on va vous présenter quand même à chaque fois un certain nombre de 3 outils par catégorie. Donc là, il s'agit des outils de gestion de tickets. Le premier outil, c'est Redmine. Donc Redmine, c'est un outil qui est open source, qui est plutôt déployé parce qu'il est gratuit. Et c'est un outil que vous pouvez héberger même dans une petite équipe. Donc c'est quelque chose en première approche. En général, les gens ont déjà des outils de ticketing. Les deux qu'on retiendra qui sont plus orientés grosse structure, c'est UTrack. Alors UTrack qui est de la société JetBrains. Vous allez voir qu'on a un certain nombre d'outils qui sont chez des éditeurs qui du coup proposent une gamme d'outils avec des avantages d'intégration. Donc là, vous pouvez retenir que UTrack, c'est la partie JetBrains. Et on a Jira qui, lui, est le standard du marché. Enfin, s'il n'y en a qu'un à retenir, finalement, c'est celui-là. Jira, qui est de l'éditeur Atlassian, et qui, pour le coup, apporte beaucoup d'ergonomie dans la gestion des tickets. Ensuite, on peut parler de messagerie, tout simplement. Alors, il y a des endroits où il n'y a pas forcément de messagerie déjà en place, où ce n'est pas forcément vu comme quelque chose de naturel. Mais encore une fois, la façon la plus simple d'aborder la chose, si c'est à l'échelle d'une équipe ou de 2 équipes, ça va être des technos open source assez connus comme Jabber, avec une implémentation avec le client Pidgin par exemple.
Maintenant, dans des environnements où il y a déjà des choses qui viennent s'intégrer sur les technos Microsoft, on peut retrouver assez fréquemment Link. Link, vous le connaissez peut-être sous le nom Communicator, c'est le nouveau nom de Communicator depuis que Microsoft a racheté Skype. Et sinon, si vous êtes dans un environnement qui est plus ouvert, et là vous n'avez pas peur de travailler dans le cloud, Hangout, qui est la techno de Google pour tout ce qui est communication en messagerie instantanée, en vidéo, etc. Ensuite, pour communiquer, il y a la documentation, une partie très importante du travail des équipes. Alors la documentation, on vous propose l'outil XWiki. Alors XWiki, qui est un outil open source, mais open source ne veut pas dire gratuit. Enfin, là en l'occurrence, si vous l'hébergez, vous pouvez l'installer vous-même, mais il existe aussi des plans d'achat de XWiki. Donc vous êtes sur un outil de type wiki comme Wikipédia. Encore une fois, si vous êtes plutôt dans le monde Microsoft, ben, la logique pousse à mettre ces points doc et ces fichiers Excel dans SharePoint. Et la solution Atlassian, donc, qui va être très complémentaire avec Jira, s'appelle Confluence. C'est dérivé aussi d'un mode wiki. Ils ont progressivement éloigné le côté wiki, le côté rentrée du texte balisé, etc. Ils sont allés plus vers quelque chose de très visuel, de très intuitif. Mais ça reste de l'organisation façon wiki, avec des pages liées entre elles, etc. Ensuite, pour l'agilité, parce que forcément le DevOps, en général, s'accompagne d'une volonté de changement pour aller vers des méthodologies agiles au sein de chaque équipe, et puis ensuite en global. Ben, la base, post-it et crayon, ça marche très très bien. Moi, personnellement, c'est ma favorite. Mais sinon, Trello, donc là, on commence à numériser les choses. Ça permet notamment de prendre des captures d'écran plutôt qu'une photo du tableau, etc. Et Jira Agile. Alors Jira Agile, on est dans la continuité de Jira, c'est un plugin qui se met sur Jira, toujours dans la gamme Atlassian, très bien intégré. Et alors là, c'est la Rolls-Royce pour le chef de projet, pour gérer ses tickets en glisser-déposer, etc. Passons aux outils de développement. Donc pour les gestions de sources, c'est nécessaire que ce soit pour les développeurs, ils ont besoin de versionner leur code, mais aussi ça peut être aussi utile pour les opérationnels. Eux, ils vont peut-être préférer versionner la configuration. Donc tout d'abord, Subversion, c'est l'outil historique, c'est un gestionnaire de sources centralisé très simple, on retrouve quasiment partout. Ensuite, il y a aussi Mercurial. C'est un système de gestionnaire de sources décentralisé, mais qui est très simple. Ensuite vient Git, qui est aussi décentralisé. Il est plus puissant que Mercurial, mais du coup, il est aussi plus complexe. Donc il faut choisir l'outil adapté à son équipe. On va vouloir aussi suivre la vie de son application. Donc pour cela, on va avoir besoin d'outils, par exemple, pour regarder dans les traces applicatives. Généralement, les applications, c'est un fichier de log qui n'est pas forcément très gros, on peut vite retrouver son information dedans. Mais maintenant, la volumétrie de log augmente. Et en plus, une application est sur plusieurs serveurs. Donc il faut pouvoir aller sur tous les serveurs, regarder dans beaucoup de logs. Ça peut être assez fastidieux, donc on peut avoir besoin d'outils pour agréger ces logs, pouvoir regarder rapidement dedans. Donc il est possible de monter sa propre solution, qui sera du coup spécifique à son projet. Ça, c'est un avantage. Mais elle peut être un petit peu complexe à mettre en place parce qu'il faut trouver les bons outils, etc. On vous propose aussi une alternative qui est basée en fait sur une suite d'outils Elasticsearch, Logback, Logstash et Kibana. Le concept, c'est mettre en fait des agents sur vos serveurs qui vont communiquer avec votre application. Soit directement, soit indirectement, ils peuvent très bien se greffer sur vos logs applicatifs. Et ensuite, tout déverser dans un Elasticsearch. Et ensuite, via l'interface Kibana, vous allez pouvoir requêter
vous allez pouvoir vraiment requêter vos logs et du coup retrouver une information rapidement. Ensuite, on va vouloir aussi gérer les métriques de notre application. Ici encore, on peut très bien mettre en place une solution ad hoc, c'est-à-dire que vous allez choisir vous-même les outils, la mettre en place avec ou faire vous-même l'outil adapté à votre application, qui va récupérer les métriques pour savoir le nombre de ventes, quelle est la mémoire utilisée par l'application, etc. Mais vous pouvez aussi utiliser un outil type New Relic. Contrairement à la solution ad hoc, cette solution est dans le cloud. Donc faut payer un coût par serveur par mois pour pouvoir profiter des métriques exposées par New Relic. Mais c'est relativement simple à mettre en place et permet d'exposer pas mal d'indicateurs directement. Ensuite, on va aussi vouloir automatiser la construction de nos packages. Pour ça, on va avoir besoin d'une usine logicielle. On a le très classique Jenkins qu'on retrouve partout. C'est très simple à mettre en place, c'est open source et gratuit, donc vous pouvez très bien le mettre en place chez vous, mais vous pouvez aussi utiliser un Jenkins dans le cloud en passant par exemple par les services CloudBees. On se devait quand même de mettre une alternative. Donc on vous propose Bamboo. Pourquoi Bamboo? Parce que on a parlé de Jira Agile, de Confluence, etc. Bamboo fait partie de la suite Atlassian. Donc c'est aussi, tout comme Jenkins, un serveur d'intégration continue. Donc là on aimerait bien automatiser, on a une usine logicielle, c'est bien, mais on va pouvoir profiter de ces outils finalement pour automatiser les processus. Donc voilà, l'étape naturelle, une fois qu'on a fait le choix des outils et qu'on pousse jusqu'à automatiser, eh bien, ça va être d'automatiser la construction du livrable. Ça, en général, c'est déjà à peu près partout le cas. Nous avons choisi de parler plus de Maven, puisque nous sommes encore une fois issus du monde Java. Donc, l'outil qu'on prend en exemple est pour le monde Java, mais c'est adaptable. Les notions, en tout cas, sont adaptables sur d'autres technologies. On distingue à peu près quatre phases dans la génération d'un applicatif. La compilation, les tests, le packaging au format final et la mise à disposition. Donc Maven se charge des quatre étapes. Il gère le cycle de vie de la génération du livrable. Quand on a fini de générer le livrable, la partie importante sur la notion de DevOps, c'est la mise à disposition du livrable. Maven travaille avec une notion de dépôt de dépendance et de dépôt de livrable. Il voit ça de la même manière, une dépendance ou un livrable, il appelle ça un artefact. Et on met à disposition l'artefact aux équipes opérationnelles dans le dépôt, c'est-à-dire que ça se présente sous forme d'un site web. Vous allez avoir par exemple Nexus, Artifactory, toi tu m'as dit que tu avais travaillé avec Archiva. Et donc ça se présente sous forme d'un site web dans lequel l'opérationnel va pouvoir aller chercher le livrable avec la garantie qu'il a été construit de manière standard par le cycle Maven. Et notamment, il a été construit, si possible, dans l'usine de développement. Donc l'usine de développement, en fait, c'est un ordonnanceur, tout simplement, dans lequel on va mettre des scripts. Donc on peut mettre directement des opérations dans les cycles de vie type Maven, mais on peut mettre des scripts même maison. L'idée, c'est quand même de garder cette logique de récupérer les sources systématiquement depuis les dépôts de sources, de construire, tester, packager et de déployer à disposition des opérationnels. Donc si on prend un exemple de déploiement cette fois-ci, non plus de construction du livrable, mais de déploiement du livrable sur un environnement, toujours avec Jenkins, on va avoir d'un côté un Git, par exemple, qui va contenir le packaging, celui qui est plutôt géré par les développeurs, un Git qui est plutôt géré par les opérationnels, ou en tout cas de manière conjointe, qui concerne les configurations des environnements. On prend les deux, Jenkins récupère ce qu'il faut, arrête le service,
met en place le livrable et les configurations et redémarre les services. De manière automatisée, c'est clic sur un bouton ou deux boutons. Voilà à quoi ressemble l'interface de Jenkins. Je pense que vous l'avez déjà vu, mais si ce n'est pas le cas, c'est un client léger avec une espèce de météo, donc qui a un côté très visuel aussi, reporting visuel. C'est important pour le management aussi, puisque le management peut, du coup, d'un coup d'œil aussi avoir un état des lieux, pas seulement les développeurs eux-mêmes et les opérationnels au sens de ceux qui réalisent l'opération, mais ceux qui veulent la suivre aussi. Donc, si on sait le faire sur un serveur, le gros avantage de l'automatiser, c'est qu'ensuite on peut le faire aussi sur les environnements où on fait de la répartition de charges, soit pour de la redondance, soit pour des performances. Donc là, on prend un exemple tout simple où on fait de la répartition de charges sur deux serveurs. Ben, on va interrompre en isolant un des serveurs pour le mettre en production. Donc on l'installe. Vas-y. Ouais, bah, c'est bon. Non, T'as loupé un truc? Non, ouais, c'est le suivant. Encore après. Ok. Voilà. Et donc, quand on a isolé le serveur, on l'a installé, on le remet en ligne. Ce qui fait qu'on a livré sans que le client soit impacté. Là encore, Jenkins va suivre une notion assez systématique de ce que je vous ai décrit juste avant. Donc, de récupérer le livrable, isoler l'application, déployer, updater aussi les configurations et redémarrer l'environnement qui a été isolé en le reconnectant à la répartition de charges. Maintenant, on va passer à la partie provisioning. Finalement, là, on a réussi à automatiser la création d'une application. On a automatisé également sa livraison. Maintenant, on va peut-être aussi vouloir automatiser la création d'environnements. Prenons un exemple. Un opérationnel doit installer une stack composée d'un Tomcat, du logiciel Tomcat et Elasticsearch sur un serveur. Pour ce faire, il va se connecter au serveur en SSH. Il va copier le Tomcat, l'installer, copier l'Elasticsearch, l'installer. Pour l'instant, rien de bien sensible. Maintenant, il va refaire la même opération, mais cette fois-ci sur un parc de serveurs. Donc, pareil, il va se connecter en SSH sur un premier serveur, il va copier le Tomcat, le Elasticsearch, il va se connecter au second serveur, copier le Tomcat, l'Elasticsearch, et ainsi de suite sur l'ensemble des machines. On voit déjà que le temps d'installation des services sera de plus en plus long, plus le parc sera grand. De même, plus il y aura de machines, plus l'erreur humaine sera possible. Donc en fait, on va vouloir automatiser ces processus. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, que va-t-il se passer si on a l'intention, si on refait le même scénario, mais en automatisant les processus? Cette fois-ci, l'opérationnel va se connecter au serveur, il va juste dire je veux installer cette stack, et c'est soit un script, soit un logiciel de configuration qui va automatiquement installer tout seul l'Elasticsearch et le Tomcat. Donc il aura juste à se connecter au serveur, à lancer ses tâches, et il va pouvoir piloter en parallèle ces différentes installations automatiquement. C'est-à-dire que cette fois-ci, si le parc est grand, il ne va pas mettre plus de temps, que ce soit 10 serveurs ou 100 fois plus. En plus, comme c'est automatique et que c'est un script, il n'y aura pas d'erreur humaine. Ce sera toujours la même opération qui sera exécutée automatiquement. Donc si ça marche une fois, ça marchera tout le temps. Pour ce faire, vous pouvez très bien utiliser soit votre langage. Les opérationnels, s'ils connaissent Python, pourquoi ne pas essayer de faire la même chose en Python? Comme ça, ils n'ont pas un nouveau langage à apprendre. Mais si vous voulez un outil qui permet de standardiser, qui ne soit pas forcément plus complexe, vous pouvez très bien utiliser Ansible. Alors pour information, ce type de tâche, c'est de type flux poussé. C'est-à-dire que l'opérationnel va pousser les changements de configuration sur les serveurs. Okay. Une autre manière de faire, mais qui est un petit peu plus complexe, c'est de mettre en jeu par exemple un serveur master qui va gérer la configuration.
Donc notre opérationnel, il aimerait bien installer cette fois uniquement un Tomcat sur l'ensemble des serveurs. Donc il va accéder au master, il va dire ok, maintenant je veux que mes serveurs installent Tomcat de cette manière-là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'ensemble des serveurs vont se connecter au master. Ils vont récupérer la configuration, ils vont détecter que la configuration actuelle c'est installer un Tomcat. Donc ils vont automatiquement installer un Tomcat. Maintenant l'opérationnel met à jour la stack. Ok, maintenant ce n'est plus qu'un Tomcat, c'est un Tomcat et un Elasticsearch. Donc ici encore, il se connecte au master, il applique les modifications. Cette fois, du coup, comme les serveurs sont connectés au master, ils vont voir qu'il y a un changement de mise à jour, ils vont récupérer la mise à jour et ils vont l'appliquer. Contrairement au slide précédent, cette fois-ci, on est en flux de tiré. C'est-à-dire que les serveurs vont eux-mêmes chercher la nouvelle configuration et l'appliquer s'il faut le faire. Sur le marché actuellement, c'est surtout Puppet Labs et Chef qui dominent. Donc il suffit de mettre des agents sur chaque serveur, un master et les machines vont se mettre à jour automatiquement. Une fois qu'on a mis en place ça, on a une infrastructure. On peut dire qu'on a une infrastructure as code, c'est-à-dire que votre infrastructure est décrite à partir des scripts Chef ou Puppet. Alors il faut savoir que ces outils sont plus complexes à utiliser, plus complexes à mettre en place. Il ne faut pas hésiter à se faire accompagner pour déjà choisir le bon outil et une fois qu'il est choisi, le mettre en place. Quand on commence à avoir un parc de machines conséquent, on va vouloir aussi automatiser la création d'images système. Donc ici on va voir un exemple avec Packer.io qui permet donc de créer des images système automatiquement. Le concept c'est partir d'une image système de base, d'une configuration qui va décrire comment on veut créer notre image système spécifique. Et ensuite, Packer va être capable de générer une image système, que ce soit pour Amazon Web Services ou des systèmes virtualisés tels que VMware ou VirtualBox. J'ai parlé de la configuration. Vous pouvez très bien changer la configuration de base et lui dire bon bah lors de la création de mes images, j'aimerais que tu intègres ma stack applicative, donc Tomcat, Elasticsearch. Ce qui fait que toutes vos images système, de facto, vont intégrer votre stack applicative, donc avec le Tomcat et le Elasticsearch. Donc maintenant, on a des images système, donc c'est tout pour les opérationnels, mais on va avoir un outil de virtualisation, donc Vagrant, pour faire en sorte que, par exemple, les opérationnels puissent utiliser ces images, mais aussi les développeurs. Donc on va revenir sur le slide précédent. Packer, donc il crée des images système, mais il est également possible, il est également capable plutôt, de prendre ces différentes images système et d'en faire une box, une Vagrant box. Cette box, en fait, elle va intégrer plusieurs images système pour différents systèmes de virtualisation. Le développeur, lui, que doit-il faire s'il veut démarrer cette image système sur son poste? C'est très simple. Une fois qu'il a installé Vagrant, il fait la commande Vagrant Hump par rapport à un fichier de configuration. Et c'est Vagrant qui, automatiquement, va aller chercher l'image associée et va démarrer l'image dans un serveur virtuel sur sa machine. C'est-à-dire que uniquement avec la commande Vagrant Hump, le développeur va pouvoir avoir l'image qui tourne sur son poste de développeur. Et ce sera la même image que l'opérationnel aura produite. En plus, vous pouvez très bien configurer votre image pour qu'elle se connecte automatiquement au master de votre gestionnaire de configuration. Ce qui fait que le développeur va démarrer son image, et en plus l'image va automatiquement se mettre à jour avec les dernières modifications qui ont été appliquées en production. Donc il est très facile pour le développeur de démarrer une image ISO-prod ou ISO-pré-prod sur son poste de développeur. À partir du moment où on est arrivé à de la virtualisation, on est quand même dans un état très avancé. Et il y a une question qui va se poser, surtout avec la virtualisation, c'est les performances. Alors, les conteneurs,
et Docker, dans l'exemple qu'on va prendre, apporte une réponse justement à ces problématiques de performance. Quand on commence à multiplier les images, les stacks applicatives, les images système, comment est-ce qu'on fait pour faire des choses qui ne nécessitent pas des machines complètement démesurées? Ouais, je veux bien que tu me... on va reprendre notre exemple. Alors cette fois-ci, par exemple, on va imaginer un environnement où on va avoir 2 Tomcat et un Elasticsearch. Qu'est-ce qui peut se passer? Ce qui peut se passer, c'est que pour des raisons de configuration, utilisation d'un même port, utilisation d'un même contexte route au niveau de l'URL, etc., on peut avoir des conflits entre différents outils installés sur le même environnement. Pour résoudre cette question, la solution classique, c'est on virtualise. Donc on a des conteneurs sous forme de machines virtuelles. Donc on a une image avec un Tomcat, une autre avec l'autre Tomcat, une troisième avec l'Elasticsearch. Le problème, c'est que là, on paye un surcoût par rapport à la première machine. On paye le surcoût de 3 machines virtuelles, 3 systèmes, donc avec la RAM, ce que ça a de coût en RAM, en processeur, qui est au bout d'un moment sur un parc assez important, non négligeable. Docker apporte la réponse, puisque Docker, lui, qui se base sur, qui est un outil qui utilise Linux, sur un OS Linux, on installe Docker, et c'est Docker qui fait l'isolation et la conteneurisation pour le système. On n'a plus besoin d'avoir un autre système, un autre OS qui tourne. Ce qui fait que les ressources qui sont utilisées sont les ressources qui viennent du système lui-même. On n'a pas le surcoût d'un noyau supplémentaire ou de n noyaux supplémentaires qui tournent. L'isolation fait que les communications entre les différents services qu'on met en œuvre se fait par le réseau, donc soit en interne, soit si on commence à avoir plusieurs machines, on va passer par le réseau type HTTP, on fait du TCP classique. À terme, on peut avoir ce genre de situation. Donc dans ce genre de situation, on va avoir un certain nombre de machines, chacune fait tourner Docker, chaque Docker fait tourner un certain nombre de conteneurs. Là on a mis un, c'est un exemple. Par contre, est-ce que c'est prêt à passer en production aujourd'hui, Docker, en l'état et comme ça? Pas encore. Le seul bémol qu'on peut mettre en face de Docker, c'est que les conteneurs sont encore dépendants de la configuration réseau. C'est-à-dire que Docker apporte une abstraction supplémentaire, mais en l'état, il n'abstrait pas complètement de l'infrastructure réseau. Ça sera le cas dans très peu de temps. C'est parmi les développements qui sont en cours chez Docker. Et une fois que ce sera fait, par contre, on pourra dire que Docker aura réussi à abstraire complètement la partie couche applicative, gestion des serveurs, de la partie infrastructure réseau. Et ça, c'est super important pour les opérationnels, parce que maintenir une infrastructure réseau, c'est très très coûteux, c'est très complexe, les configurations de nom de domaine, etc. Docker permet, en tout cas va permettre d'ici très peu de temps, de s'abstraire de ça. Donc, je te laisse conclure. Ok. Je sais plus. Alors, je la prends alors si tu veux. Quand on est arrivé jusque-là, finalement, par étapes successives, donc c'est vraiment cette idée de changement continu, d'amélioration continue qui est derrière DevOps, pas à pas, on finit par arriver dans un état qui est l'état finalement actuel des géants du web. Ce sont eux qui ont inventé l'idée de DevOps pour leurs propres besoins. Facebook, Google ou Twitter, on a pris 3 exemples bien percutants, mais eux, ils en sont là. C'est comme ça qu'ils travaillent. Et c'est probablement eux aussi qui vont inventer les méthodologies de demain, parce qu'ils ont des parcs de machines absolument phénoménaux. Mais ce qui est bon pour eux, est a fortiori bon aussi pour nous. Ce qu'ils ont fait à grande échelle, on peut aussi le faire à des échelles plus modestes, ou pas d'ailleurs. Mais c'est surtout cette idée qu'ils poussent un standard, et que c'est ce standard que nous, on aimerait partager. Mais après, donc on a automatisé la création de livrables,
on a automatisé la livraison, on a automatisé la création d'environnement. Mais après, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, en fait, une suite logique, c'est d'aller dans le cloud. Comme on a une infrastructure élastique, vous allez pouvoir commencer à pousser, si vous voulez, c'est une suite possible, de pousser vos services dans le cloud directement, facilement. Donc ça, c'est ce qu'apporte aussi DevOps, c'est finalement, une fois qu'on arrive à gérer facilement son infrastructure, on peut très bien la déployer chez soi, mais aussi la déporter ailleurs. Donc, c'en est fini de notre présentation. J'espère qu'elle a répondu à toutes vos questions, et si ce n'est pas le cas, on est là pour y répondre.